Puis oui, Dior est un passionné de fleurs, c'est assez impressionnant. Alors, hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a de beau? Donc ça, on a vu, c'était... voilà, hop. C'est très beau, ça. En motif de... Ça me fait penser à un pan, tu vois. C'est très joli. Par contre, je ne sais plus qui de c'est, ça. Ce serait Dior aussi? Ce serait le genre Dior, un peu, hein. Ça pourrait être du Dior. Convaincu que la France doit faire son grand retour, Carmesno accorde une attention soutenue à la scène artistique, tandis que ses propres chroniques renouvellent le pittoresque parisien. Ce ne sont plus seulement les beaux intérieurs, le bois ou les belles avenues qui servent d'arrière-plan à la mode. Façades noircies, quais, quartier du Marais et vieilles boutiques offrent leur charme bohème. Sous les ors et sur le pavé, la couture rayonne de son luxe retrouvé par des clichés désormais célèbres, signés Da Wolf ou Avedon. Ouais, je sais plus si on dit Avedon ou Avedon. Il a que 21 ans quand il est engagé par Junior Bazar en 44. Et à partir de 47 et pendant 20 ans, il règne sur la photographie de mode dans Harper's Bazaar. Inventeur et perfectionniste, il communique sa vision d'un Paris fantasmé, élégant et festif. Chaque cliché est un moment construit. Place de la Concorde, Pont Alexandre III, chez Maxime, son Moulin Rouge. C'est pas lui qui a fait le sel avec l'éléphant? Je me rappelle plus. On va regarder ça. Sous l'influence de ce qu'il nomme la Trinité, Snow, Brodowicz et Vreeland, Avedon révolutionne la photographie de mode en faisant de chaque silhouette une empreinte chorégraphique et romanesque, imposant à la double page sa majesté. Ouais, là c'est vraiment l'époque où t'as... moi ce que je connais surtout... Voilà, c'est la photo là-bas. Cette photo-là. Donc là c'est une robe... ça c'est du Dior, ça pour moi, dans mon souvenir. Et ouais, cette photo... Elle a été très importante et très célèbre. Et aujourd'hui, c'est une icône de la photographie de la mode. Et elle montre vraiment toute la complexité de ce genre de photos. Parce que, regarde, les éléphants. Bon, comme tout animal, fais pas vraiment ce que tu veux. Là, en plus, voilà. Donc, elle doit maintenir une pose. Il y a cet aspect, effectivement, hyper contradictoire entre sa pose et en même temps... Ce qui est génial, c'est que tu as le bras qui forme une sorte de prolongation avec la trompe. Donc, il y a cette harmonie visuelle des lignes. Là, pareil, est-ce qu'on parle, je pense, on parle de pattes, parce que je pense que c'est pas comme un cheval, on parle pas de jambes, mais non. Donc, les pattes de l'éléphant avec là, ce drapé. Donc, tu vois, vraiment, là, tu as une œuvre d'art incroyable ici. Et cette photo, c'est une prouesse technique. Aussi de tout bien mettre en place, tu vois. C'est très complexe là, d'un point de vue de composition. Cette photo a été très difficile à faire. Mais le résultat, il est incroyable. Enfin, vraiment, visuellement... Bon, tu te poses la question, mais l'éléphant, pourquoi faire, ok. Mais en tout cas, c'est une superbe réussite. Alors, est-ce qu'ils en parlent ou pas? Ah, enfin... Pour moi, ça Avedon. Attends. Mais... Ah bah on la verra pas, mais à chaque fois je regarde sur ici, ça sert à rien. Je crois que c'est lui, mais je suis pas sûre, j'ai vérifié. Si c'est ça, ouais. Ouais. Attends, non, Dovima les éléphants, c'est quoi ça? Ça doit être... Ah non, c'est le nom de la photo, c'est Dovima les éléphants. Ah par contre c'est la robe, c'est Yves Saint Laurent, pardon. Ah non, non, oui mais non. C'est Christian Dior, mais c'est en gros Yves Saint Laurent quand il a commencé chez Christian Dior. Donc c'est Christian Dior, mais c'est du Yves Saint Laurent. C'est avant que Yves Saint Laurent soit sous son propre nom en fait, lance sa marque. Donc c'est du Dior, mais c'est du Saint Laurent. Voilà. Oui, c'est lui. Merci Griffiths. Hop. Et hop. Voilà. Ah oui, ça, une scène... C'était dans un film, ça, d'ailleurs, je crois. C'est très joli. Par contre, ça, c'est sympa. Tu peux faire des mouvements incroyables avec la robe. Salut.
Très difficile à prononcer ton pseudo. Le Gishal. Le Gishal. Bravo pour un pseudo très très difficile. Tu as le... Bravo, tu remportes le prix du pseudo difficile pour moi à prononcer. Bravo. Bienvenue, bienvenue, installe-toi. Merci toi qui aimes la culture, merci pour ton soutien. Saint-Laurent qui fait du Dior. Bah oui, c'est ce qu'il a commencé là-bas. Il a commencé, il avait la vingtaine, hein, la petite vingtaine quand il a commencé chez Dior. Il a été viré. Il est devenu le directeur artistique à la mort de Dior, donc c'était lui vraiment, c'était en 54, si je me trompe pas, il est mort quand Dior de mort c'était 5... Bah non, il est encore vivant, tiens, mais non, j'ai des conneries, il est encore vivant. Attends, non, il était mort. Attends, Dior. 57, voilà, pardon, c'est pas 51, c'est 57. Donc il est devenu... Yves Saint Laurent est devenu le directeur artistique de Dior. Il a pris la direction de la maison, puis après il a été viré. Où il a été viré juste avant? Je me demande. Pour moi, il est devenu... Ah bah si, il a été viré dans les années 70. Ah, attends, on va regarder ça. On va dire des bêtises. Hein. Alors, les années Dior, il a été à la direction artistique. Le départ, voilà. Années 60, du coup, il a dû... Ouais, 62, d'accord. Il a été remercié. Hein. Ne s'est pas dit, hein, mais... Ah, c'est même avant, attends. Non, c'est avant. Gna gna gna. Furieux qui approche de trop s'éloigner. Oui, c'est... Bah, c'est 60, voilà. Donc il a été viré par... Bah, c'est Boussac. Quand je vous parlais plutôt de l'importance des tissus, notamment pendant la Seconde Guerre, hein, où on utilisait des parachutes, etc., c'est Boussac. Le grand nom de l'industrie textile à cette époque-là, c'est Boussac, qui fabrique des chemises, qui a aussi fabriqué des parachutes, etc. Et Boussac était un des grands actionnaires, enfin c'était l'actionnaire majoritaire, je crois, de Dior. Et du coup, c'est comme ça que LVMH a pu récupérer ensuite Dior. Enfin, non, c'était même pas LVMH à l'époque, c'était juste Bernard Arnault. Donc en gros, c'est en rachetant Boussac. Et en rachetant Boussac, tu rachètes les... tu rachètes Dior à ce moment-là, quoi. Donc c'est pour ça que Dior ne coûtait pas cher à ce moment-là. On est dans les années 80, là, à ce moment-là. Alors, bonjour, désolé pour ce... Mais non, mais... mais non, mais c'est moi. Y a pas de mal. Je vais t'appeler le Gishal. Ouais, Gishal. Non, c'est pas si compliqué que ça. C'est à moi de... Voilà, le Gishal. Bienvenue. Bienvenue. Et en même temps, on a bientôt fini l'expo, je crois. Oh, il y a un deuxième étage. Oh putain, on n'est pas couché, les gars. Oh! Et on en a pour la journée. Laissez tomber, quoi. Oh là là. On a ma sorcière bien aimée. Incroyable. Mais, j'ai rien fait. Mais d'où tu cliques tout seul? Oh, c'était une expo gigantesque, dis donc. C'est fou. Tu peux pas lever LJ, c'est plus simple. Ok, LJ, avec plaisir. Mais là, je touche pas la souris. Au secours. Un live par étage. C'est pas déconnant ce que tu dis. C'est pas déconnant du tout parce que c'est... J'ai pas envie en fait de... J'ai pas envie de me presser non plus. Bah attends, on va voir un petit peu. Ouais, j'avoue... Et en même temps, la semaine prochaine, c'est la Museum Week, j'aurai pas le temps de... Ouais, ça va être chaud. Ça va être chaud. Ah! Le dilemme. Courage, ouais, la mini-jupe. Après, je pense pas qu'on prenne autant de temps. Ouais, je pense que ça va le faire. Allez, je pense qu'on est... Je pense qu'on va... C'est incroyable, ça. Je suis confiante. Allez. Alors, déjà, il n'y a pas de panneau, tu vois. Attends, c'est pas... Qu'est-ce qu'il y a par là?
Mais là, on est clairement dans la... Mais c'est fou de voir l'évolution, hein. Vraiment, encore une fois, cet aspect mode et tout. L'expo a pris le contrôle de la Sabine Palou, je te jure. Mais je te jure. Non, mais ça va le faire, je pense. Hop. Parce que là, on a donné les fondamentaux, en fait. Hein, et puis... Alors, du coup, attends. Mais là, donc, ce que je comprends, là, il n'y a pas de... Hop. Mutation. Alors, 57. Christian Dior s'éteint. Camesno est remplacé par Nancy White. L'année suivante, Brodovitch quitte le magazine. Da Wolf aussi. Vreeland aussi. Oh là là, donc tout le monde se barre. Tout le monde se casse. Suivi... Ah bah dis donc, même Avedon, il se barre. Et puis après, Snowday. Oh là là, bah dis donc, les années 60, c'est une révolution. Je l'ai vu IRS, cette expo, trop cool de la revoir avec vous. Bah écoute, cool. Son engagement à l'égard de Dior et de Balenciaga prédit l'avenir de la couture, dont la renaissance est bientôt assurée par Yves Saint Laurent, formé chez Dior, et par André Courrèges, formé chez Balenciaga. Cette période voit l'avènement d'Andy Warhol, illustrateur dans Bazar dans les années 50, avant d'y apparaître ensuite en tant qu'artiste. Ah, c'est rigolo ça. Directeur artistique de 58 à 61, Henry Wolff est à l'origine de couvertures mémorables, dont celle montrant le mannequin Dovima sur une échelle décrochant le second A de Bazar. Ah, du coup, là, on revient sur Bazar avec un seul A. Melvin Sokolsky, auteur des images iconiques des mannequins dans des bulles. Ah, il emploie. Date, ils savent pas. Son successeur affirme l'orientation artistique du magazine, etc. Le numéro d'avril 65, uniquement composé par Avedon, fait la synthèse de nouvelles expressions pop art, cinéma underground. Le thème de la conquête spatiale répond à la vision lunaire et virginale de la femme chez Courrèges. Ouais. En fait, non mais attends. Là, on voit aussi, donc on est dans les années 60, c'est une société qui est en pleine évolution. Donc notamment, on a en termes de... Oh là, pardon, le micro est peut-être un petit peu... question pratique, la mini-jupe. Donc les années 60, c'est la mini-jupe. Il y a aussi cette libération un petit peu des mœurs. En fait, il y a une envie de faire une césure par rapport aux générations précédentes, notamment celle des parents, concrètement. Donc là, en gros, c'est la génération qui a grandi après la Seconde Guerre, hein, qui est jeune, hein, et qui du coup a besoin de toute cette nouveauté-là. Qui a besoin d'un vent, enfin en gros il y a un besoin d'un vent frais. Et en même temps, les années 60, c'est pas non plus une période très très drôle, hein. Il y a plein de conflits, il y a des choses aussi très très... voilà. Le monde est quand même dangereux à ce moment-là. C'est marrant, tu as des... Là c'est de la maison Saint-Laurent, c'est des représentations de modèles avec des échantillons de tissu. C'est sympa comme tout d'avoir mis ça. J'aime beaucoup. Hop, Hiro. Alors, la photographe japonaise Hiro débarque à New York en 1945. C'est l'assistant d'Avedon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, prédilection pour le grand angle, les rétroéclairages au sol, les multi-expositions et les effets de flash et de nimbe. L'Artigue en saisit le making-of, montrant comment Hiro adopte des angles inattendus, comme la plongée abrupte. Ouais, donc en gros, là, c'est vraiment le développement de l'art, mais l'art un peu vraiment codon pop, quoi. Donc, une vision qui coïncide avec l'inspiration orientale et florale de la tendance hippie chic, folk ou psychédélique. Ça aussi, hein, les années 60, effectivement. Ce qui plaît énormément... et c'est de là aussi qu'on voit la pop culture, hein. Il y a le goût pour les couleurs, les fleurs, etc. quoi. Voire psychédélique, effectivement. Donc des formes complètement hallucinantes. À la faveur de la photographie de création de haute joaillerie, Hiro aborde aussi le corps en gros plan, distorsion, vision rapprochée, éblouissement répondent alors à la translucidité et à l'éclat des gemmes colorées. Ouais, c'est impressionnant. Pareil, Hiro, c'est un travail que je connaissais visuellement, mais j'avais jamais mis le nom dessus.
Et puis les années 60, c'est la mini-jupe, hein. Ah oui, d'accord, tu vois, là, ouais, avec le point et tout. Ouais, c'est intéressant. Et là, ce qui est marrant, c'est de se dire que là, le vêtement devient vraiment aussi en lui... Bah, il est toujours portable, hein, mais il devient une œuvre d'art vraiment très importante. Portrait. Alors... Oh, ça, c'est pareil, hein, c'est particulier hein, comme vêtement. Mais parce que c'est considéré aussi bah, comme des... Là, pour le coup, on est sur de la haute couture qui devient de l'œuvre d'art, concrètement. Alors, les couvertures, donc sous la direction artistique de Mazola, très souvent dédié aux portraits de célébrités. On montre le visage cadré de... Alors, on a Farrah Fawcett, Joan Collins, Lisa Bonet, Brooke Shields, Sophia Loren, Andy McDowell, etc. Ils réfléchissent leur beauté d'actrice ou de modèle. Ces portraits en couverture, qui instaurent un genre de représentation encore dominant aujourd'hui dans les kiosques, sont l'aboutissement d'une histoire de la figuration. Et encore une fois, hein, dans les années 30, on avait déjà ça. La star, années 30, 40, 50, c'est vraiment une... Jusque la 60, c'est logique, il y a vraiment cette évolution. La star, comme Marilyn Monroe ou autre, ça reste une icône et un modèle de référence pour les femmes qui s'habillent. Hein. Et là, ça continue, hein, c'est tout à fait logique. Alors, ils tiennent du portrait mondain par la notoriété du sujet, du portrait de famille, par leur proximité et s'apparentent en outre au tableau de dévotion. Ah, c'est marrant ça. Véhiculant un certain idéal de féminité. Ah, c'est marrant. Le concept de dévotion, c'est intéressant là, de se dire que justement, voilà ce que je disais plus tôt par rapport au fait que ce sont des modèles pour les femmes. Là, ils mettent, enfin le musée met en avant le commissaire d'expo, il parle vraiment de dévotion, donc c'est un mot plus fort qui est religieux. Donc vraiment et en même temps, cette notion de religion, tu le retrouves aussi avec le mot icône. Nous, on parle d'icône de la mode, etc. Donc c'est... Mais sauf que à l'origine, le terme d'icône, donc icône veut dire image, je crois que c'est en grec, mais cette icône, cette image est censée être utilisée que pour le religieux. Donc le terme d'icône, qui à l'origine a une symbolique religieuse, il est passé dans notre culture populaire pour parler de grands noms comme, voilà, encore une fois, Marilyn Monroe, Brooke Shields, etc. Et là, c'est pareil. Donc cette notion de dévotion, je la trouve très intéressante. C'est avec cet idéal de la féminité. Donc en gros, c'est comme si on mettait en avant le fait que ces stars de cinéma, donc ces modèles féminins seraient un peu comme Marie en fait, tu vois, que en gros comme on est moins dans le schéma de la religion, on est dans quelque chose de laïque, mais on a besoin de croire en quelque chose. Et donc avant, on a encore une société hein, qui croit en Dieu hein, là, à ce moment-là, mais moins, beaucoup moins qu'au Moyen-Âge. Il n'y a pas photo, c'est pas du tout la même époque hein, pour ça. Et du coup, c'est-à-dire que l'être humain, il a toujours besoin de croire en quelque chose. Donc, il croyait en Marie au Moyen-Âge. Et là, on est dans les années 60. Il a besoin de croire en une star. Et aujourd'hui, tu as encore ça. Hein. Aujourd'hui, tu as encore ce concept-là avec certaines marques, hein, comme Apple ou autres. Hein, tu as des personnes... Il y a eu des études, enfin il y a eu des IRM qui ont été faits sur les personnes. Donc là, c'est une branche du neuromarketing qui est interdite en France, mais dans les pays anglo-saxons, c'est autorisé. En gros, on voit quelles zones de ton cerveau sont stimulées par certaines marques et pourquoi. Et en fait, on s'est rendu compte que les zones stimulées par les personnes qui sont très très fans, par exemple d'Apple, ce sont les mêmes zones neuronales qui sont stimulées que celles des personnes croyantes, en fait. C'est exactement la même, apparemment. Donc c'est rigolo de se dire que l'être humain a besoin de croire en quelque chose. Et qu'en fonction des époques, ça va être incarné par par différentes choses. Que ce soit la religion, des stars de cinéma, des marques. C'est ce qu'a fait Warhol en faisant de Marilyn un logo. Oui, il en a même fait une icône. Enfin, c'est pour ça que je parle beaucoup de Marilyn, mais c'est parce que Warhol a fait de Marilyn Monroe une icône.
C'est assez impressionnant quand on y pense. Hein. Derrière l'icône, il y a la notion d'adoration aussi. Oui, ce qui érige encore plus la mode comme un modèle. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. En plus, le terme d'icône, il y a vraiment ce principe de tu pries devant l'icône. Hein. Donc là, tout à fait. Le terme d'icône, il n'est pas anodin du tout. Hein. Tout à fait. Alors, on en est où Les années disco ont une tendance baroque qui implique une ouverture au sacré, au divin et au diva. Le star system conquiert le système de mode. Madonna paraît en couverture dès 88. Satin, lamé, tenue du soir théâtrale caractérise la haute couture de l'époque, d'autant plus populaire qu'elle est inaccessible. Et là aussi, il y a un rapport à la religion, finalement. Parce que le Dieu est inaccessible dans le sens, tu peux pas le voir, tu peux pas le toucher. Mais par contre, tu y as quand même accès grâce aux prières ou autres. Et finalement, là, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que ces stars, etc., leur univers, tu n'y as pas accès parce que voilà, ça fait pas partie de. Mais en lisant le magazine, tu y as accès quelque part. Donc ouais, effectivement, il y a cet aspect. Il y a cette ambiguïté de l'inaccessible qui est quand même accessible. Et du coup, c'est ce qui fait que ça va créer une aura divine ou luxueuse en fonction de voilà. Le luxe se nourrit de ça. Hein. En étant inaccessible, il est quand même accessible parce qu'il communique sur lui, il diffuse certaines choses de lui, notamment grâce à ce genre de magazine ou autre. Toc. Là, c'est la suivante. Ah là, il y en a pas mal là, de choses qui sont. Ah là, on commence à rentrer dans les noms de vraiment de Liz Tilberis. Alors, elle inaugure l'ère de l'élégance. Donc, c'était la rédactrice en chef avec Linda, la couverture qu'on vient de voir, donc Linda Evangelista. Ah ouais? Attends, j'ai pas vu. Ah oui, effectivement. Hop. Référence à la couverture. Ah oui, c'est la référence à Avedon, ouais. Et son tour de Fabien Baron pour la direction artistique. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau à dire là-dedans? Donc, prenant un goût affirmé, une identité forte et équilibrée, Harper's Bazaar se recentre sur l'image de New York et fait la part belle aux créateurs américains Calvin Klein, Donna Karan, ou italiens comme Armani et Versace. Liz initie aussi un stylisme qui ose l'éclectisme en associant plusieurs marques en une seule silhouette. Ah, ça, c'est pas mal, ouais. Le succès est total. Quand Liz Tilberis décède d'un cancer des ovaires, merci pour la précision, on n'a peut-être pas besoin de savoir. Donc quand Liz décède, ses collaborateurs lui rendent hommage dans le numéro de juillet devenu historique, le White Album. C'est celui-là, hein, ouais, le White Album. Oui. Hop, hop, hop. Mais par contre, et là aussi, ce qui est caractéristique de cette époque, c'est que jusque-là, on était très 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 focus à Paris. Même si c'était un magazine américain, hein, il y avait les grands noms de la couture parisienne ou autre. Les années 60, c'est aussi... ça commence dès les années 50, mais en gros, après la Seconde Guerre mondiale, New York veut s'affirmer, et elle s'affirme parfaitement, comme autre capitale artistique mondiale. Elle va... déjà parce que tu as des artistes qui vont fuir la guerre et qui vont aller aux États-Unis. Tu as aussi, en gros, voilà, les États-Unis deviennent la terre d'accueil de l'avant-garde, de la modernité, etc. Et en plus, tu as des créateurs comme Pollock ou autres. Et ben ça, c'est voilà, ça, New York devient Warhol, etc. Donc tu as ce vivier artistique très très conséquent. Mais l'idée, c'est de sortir un peu de Paris pour dire hop hop hop, nous aussi, à New York, aux États-Unis, on a aussi notre pool de créateurs incroyables.
Et ça se sent du coup dans le magazine. On sent qu'on sort, on part de Paris pour affirmer ça. Et l'argent, la publicité, le marketing. Ouais, oui, il y a en plus, le marketing se développe énormément dans les années 60, 70, ouais. Paris, c'est l'art, New York, c'est l'argent. Non, il y avait vraiment aussi cette dimension, ce vivier artistique. Hein, voilà, les gens comme Pollock et compagnie, la scène américaine, enfin la scène new-yorkaise est très très importante pour l'avant-garde à la post-seconde guerre. C'est drôle, on ne mentionne jamais les cancers de la prostate pour les hommes. En fait, c'est pour ça. En fait, je trouvais que, en fait, juste dire qu'elle décède, enfin, de mentionner de quoi elle est décédée, enfin, non, c'est pas qu'on s'en fiche. C'est juste que ça. Enfin, je voyais pas trop le rapport là dans le texte. Enfin, en gros, elle est décédée. Voilà, il y a peut-être pas besoin de préciser de quoi. Enfin, les autres sont décédés aussi. Tu vois, il n'y a pas marqué machin. Quand Dior est décédé, on n'a pas dit de quoi, tu vois. Bon, parce qu'on... Voilà, il n'y a pas besoin, en fait. C'est assez indélicat. Oui, et puis voilà, c'est un peu ça... Enfin, là, j'ai eu l'impression, si tu veux, c'est pour ça que je dis, ouais, on n'a pas besoin de savoir, c'est pas que le... C'est juste que c'était pénétré un peu dans sa vie privée, et ça... voilà, je dis pas que c'est affaire secret, mais c'est son... Voilà, c'était sa vie privée, intime. Je trouve qu'il n'y avait pas besoin de l'étaler là, sur ce panneau-là, quoi, tu vois. Alors que effectivement, les autres non mentionnés, Carmel Snow et compagnie, on n'a pas dit de quoi ils étaient morts, les photographes et tout, bon, parce que c'est pas le but là, quoi. Voilà. Très très joli ça, derrière la photo là. Et voilà, là, tu vois, je trouve que ça fait... on est... là, ce que Avedon avait mis en place, là, c'est l'aboutissement. Le fait qu'on mette en avant les quartiers parisiens, le côté un peu bohème, tu vois. Le côté transition radicale entre ce qui est montré, enfin le sujet mis en avant, c'est-à-dire le mannequin avec sa robe extrêmement belle, extrêmement évanescente, etc. Et le cadre où cette personne se situe. Et je trouve que c'est assez impressionnant le contraste. Mais ça, ouais, c'était Avedon qui l'a mis en place. Et là, c'est très très puissant, je trouve. Enfin, là, on arrive à une forme vraiment très très aboutie. Hop. Ah. C'est marrant. C'est Orva qui fait ça aussi. Ouais, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce nom. Ouais, effectivement. Elle est marrante cette photo. Elle est marrante. Avec des photos dans le métro ou des bidonvilles. Ouais. Ouais, ouais. Donc après, il faut toujours se poser la question de la pudeur là-dedans. Il est mort il y a pas longtemps. Ah, je savais pas ça. Ah, ok. Ah, je savais pas qu'il était mort, Orva. Ah mince. J'ai pas fait attention. Hop, hop, hop. Jean-Paul Good. Alors, donc Good. Ce qui comptait vraiment à mes yeux, outre mes dessinateurs favoris, c'était l'élégance des mises en page, la combinaison texte et images de certains magazines américains. Esquire en premier lieu pour ses couvertures et Harper's Bazaar que je dévorais, Penn, Avedon, Hero, tous ces photographes pour lesquels la mode était un point de départ et dont les moindres compositions irradiaient d'élégance et de glamour. En décembre 2003, il réalise sa première série mode, An Haute Couture Fantasy, donc avec Christian Lacroix, Galliano, Valentino, Ungaro, Gaultier, Versace, McQueen, Lagerfeld. Jean-Paul Good et Stéphane Gann s'immiscent dans le cliché où le couturier joue avec Linda Evangelista, dévoilant ainsi au lecteur l'envers du décor, le making-of de la mode. C'est pas un vrai envers du décor, hein, c'est complètement posé, hein. C'est complètement mis en scène, bon c'est pas grave. Succède d'autres campagnes pour Harper's Bazaar, la série White Things en 2009, fameuse pour sa course de Naomi Campbell et d'une panthère, ouais. Et la série Icons, inspirée d'archétypes féminins, dont Diana Vreeland. Tout à fait. Ouais, non, ça c'est pas... Ah, on sait pas quoi faire. Non, mais c'est posé, les gars. C'est complètement... Enfin, c'est complètement... C'est pas les coulisses, hein, c'est... Bref, c'est pas grave. Ou alors on parle pas de la... Hein, gars, oui, c'est prouvé.
Elles sont très très belles les couvertures. Hein. T'imagines la pression que ça devait être de créer comme ça une couverture qui devait vraiment incarner l'avant-garde par excellence. Tous les mois. Tu vois, je trouve qu'il y a une pression folle hein, pour les photographes, les DA et tout. Enfin, je trouve que c'est assez impressionnant. Attends. Ok. Ah oui, ouais, c'est assez impressionnant. Mais, reste là. Non mais oh. C'est marrant ça, je connaissais pas. Alors. Hop. Je pense à du Galliano ça. Celle-là. C'est une sensation. Alors. Donc là, oui, c'est... Ah, c'est marrant ça. Donc là, c'est histoire de nous montrer aussi les robes. En lien avec les couvertures et tout, c'est bien. Même si tu... On y prête un tout petit peu moins attention peut-être. Ah, c'est moi. Ok. Hop. Donc après... Hop là. Oui, elle est connue aussi celle-là, avec cette robe un peu... Pas très blanche avec le loup. Très jolie. Dolce Gabbana, robe du soir, bustier courte. Poitrine menue, buste étroit, ok. La silhouette d'une femme futuriste, fort distante, froide, passionnée, généreuse. C'est très contradictoire, je trouve que c'est rigolo. À laquelle s'adresse désormais une conception contemporaine de la haute couture. Issue de l'article Metallic Moment, la photographie de Peter Lindbergh projette cette silhouette dans l'univers de la guerre des étoiles et met l'accent sur le télescope que Mani Magdalena Frakaviak, voilà, coiffée à la Jeanne d'Arc. Ah oui, les cultures séculaires de l'optique et de la mode se rejoignent dans cette parabole de l'astronomie. Oui, c'est oui, voilà, c'est récent ça. Attends, quelqu'un dans un requin là? Ah, mais quelle horreur! C'est particulier. Tu crois qu'elle était vraiment dans... C'est Miyuka. Le là-bas? Ah, le... Attends, tu parles de quoi? Là-bas, le... Là? Je sais pas, je connais pas... Pourquoi je connais pas bien. Je ne sais point. Attends, Miyuka. On va regarder ça. Attends, il y a deux... Ouais. Visiblement, ouais. Ah. Mais non. Ah, attends. Ah oui, pardon. Ah oui, ah bah oui, d'accord. Pour ça, je me... Oui, d'accord, ok. Ouais, non, j'ai pas reconnu Miyuka Prada. Autant pour moi. Et après, quand je disais Miyuka, je connais pas c'est quoi. Miyuka Prada. Oui, tout à fait, c'est Miyuka Prada. D'accord, donc non, je me rappelais pas du tout à quoi elle ressemblait. Donc effectivement, bien joué, c'est elle. Bien joué, bien joué. Et là, tout le monde... Oh, mon Dieu, elle reconnaît pas Miyuka Prada. Non. Désolé. Et non. Non, je n'avais pas reconnu Miyuka Prada. Tout à fait, c'était elle. Mais pourquoi il nous a mis là? Mais... Ah! Non mais oh. Donc on a vu... Saga. En même temps, elle se cache bien la bougre. La silhouette de mode construite en plus de 150 ans est aujourd'hui animée, personnifiée et héroïsée en couverture. Tandis que les pages du magazine s'ouvrent sur des campagnes photographiques grandioses. Leur thématique récurrente reflète l'héritage académique, l'image de la nature, faune ou flore. La référence à la culture et à l'art, l'épopée et l'espace renvoient en effet au traditionnel format de paysage, du portrait, de la peinture d'histoire et de mythologie. En enrichissant ses répertoires, Harper's Bazaar prolonge la tradition des beaux-arts, cultivant par le luxe sa portée dans la vie quotidienne.
Recueil de mode, plaisir et instruction, Harper's Bazaar est prescripteur de consommation ou d'attitude et il est le gardien d'un formalisme visuel guidant notre regard sur la nature, nous-mêmes, l'autre et l'inconnu. Je trouve c'est un très beau résumé. C'est un résumé un peu complexe, mais je trouve que c'est un très très beau résumé de tout ça. Où effectivement tu vois le paradoxe entre... on a un héritage, tu vois, mais même de photographe en photographe, etc. Recoucou tout à Tix. Donc on voit vraiment cette notion d'héritage avec vraiment le concept d'académisme et tout, et même ce principe d'héritage, de transition de photographe en photographe, de se rendre hommage de photographe en photographe. Et en même temps ce but qui est tout à fait justifié et normal de rechercher l'avant-garde, enfin en gros de montrer de la créativité grâce à l'avant-garde. T'as ça, t'as le rapport au luxe qui était... Je trouve qu'à chaque fois le rapport au luxe il était très distillé, mais ça fonctionnait bien du coup. Enfin en gros il n'y a pas besoin de claquer, oui c'est du luxe, machin, ok on a compris. Mais en tout cas de mettre en avant le fait que effectivement c'est de la créativité, mais c'est aussi un formalisme qui a été mis en place qui va nous guider nous sur notre manière d'être, de bouger, de ce qu'on fait, comment on s'habille. Et ça je trouve que c'est très très intéressant et c'est même pas que Harper's Bazaar, hein, c'est tous les magazines de mode, ils ont ce rôle-là. Vogue aussi l'avait. Hein. Après peut-être que Harper's Bazaar il est peut-être plus... Il incarne peut-être plus l'avant-garde que Vogue, mais même pas sûr en fait. Hein. Il y a ce... Mais en tout cas, ouais. C'est vraiment comment le luxe touche la vie quotidienne des gens. Salut Dreammaker, comment tu vas? Dreammaker qui arrive à la fin de l'expo. Tu te réveilles, c'est ça? Finalement, t'as pu dire à ton patron, laisse tomber, je joue à WoW? Non, il nous fait un doigt. Oh, c'est pas bien. Hein. Oui, c'est idée. Ah bah bravo. Je suis 67. Terrible, c'est vrai. Mais cette image-là, elle me perturbe tellement, là, le mannequin dans son... Dans le requin de Jaws, là, des Dents de la Mer, il me perturbe. Ah là là. Voilà, prenez la porte. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un texte là. D'accord. D'accord, donc c'est pour... c'est en gros, c'est pourquoi ils ont eu l'idée de l'expo. Donc en gros, c'était grâce à des mécènes. Parce qu'il y a la restauration de la galerie de la mode. D'accord, d'accord. Non, je rigole, j'étais autant claquée que toi hier soir. J'étais sage, c'est bien. Bah c'est bien. Voilà, mais c'était une belle expo. Vraiment, c'est... bon, il y a eu quelques petits... des petits couacs techniques. Mais on a pu, en rechargeant... voilà, donc c'est vrai qu'on pense rarement à refresh. Alors que ça pourrait être hyper utile. Oh, puis tout à l'heure, je vois le verre d'eau, mais quand je pense que le chat bute dedans, ça m'énerve. Et puis là, elle ronque tranquillement, du coup, la bourrique. Elle a bu dans mon verre. Ah oui, c'est ça, le fameux... avec la... Hop, hop, hop. Le fait de retirer le... C'est la photo d'Avedon, je crois, avec le... C'est rigolo. Ah oui, c'est chouette. C'est chouette parce que... c'est pas toujours simple de faire ce genre d'exposition parce que tu peux vite tomber... Enfin, après, c'était quand même élitiste, hein. Attention, hein, c'est pas simple, hein, si t'as pas une... Il y a quand même des cartes, enfin des panneaux que je trouvais un peu complexes, mais sinon, globalement, c'était une belle expo. L'eau, ça se partage. L'eau de mon chat qui fait sa toilette dans des endroits intimes, tu veux dire? Bien sûr. J'ai très envie de boire l'eau qu'elle... voilà.
Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ça se partage, mais non. Après, tu sais, je peux utiliser, tu sais, j'ai les pastilles pour purifier l'eau quand je pars en rando. Je vais mettre ça. Tu parles, ça va aller dans les plantes, ouais. Ah, dans la tête du chat. Ah bah oui, hein, dans la tête du chat, il n'y a pas de problème. On partage. Mais bon. Voilà, voilà. Ah bah ça, je m'en doute, ouais. Pour le chat, on partage. Surtout quand je mange. Le chat, il voudrait que je partage mon manger avec. Mais j'ai pas très envie, en général. Donc ouais, mais en tout cas, c'est une expo qui m'a bien plu. C'est bon, après, c'est toujours délicat. Mais tu peux... Je pense que c'est très contraignant aussi au bout d'un moment. Tu sais, j'aimerais pouvoir voir toutes les œuvres. On avait eu quelques expos comme ça où tu pouvais quasiment voir toutes les œuvres. Et ça, je trouvais ça très bien en soi. Et là, c'est vrai que ça... Voilà. Mais globalement, c'est un bel aperçu quand même de tout ça, de ce milieu-là, de cette... Globalement, c'est un bel exercice. Enfin, c'était assez chouette. Je pense que je vais pas tarder à aller manger. Que j'ai faim. J'ai faim. Puis je vais bosser cet après-midi. Donc bon, en tout cas, j'espère que ça... Enfin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette expo avec vous. Je trouve qu'on a bien... J'ai beaucoup aimé vos questions. Je trouvais que c'était super intéressant d'aller dans tous les sens comme ça. Je trouvais ça très chouette. Et vraiment, ça m'a beaucoup plu. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Belle prestation depuis 9h du matin. Je vous les rappelle de cette exposition que j'avais eu l'occasion de voir. Merci Sabine. Bah, mais de rien Laurent, merci beaucoup. Merci. Ouais, c'est pour ça que j'ai été faire vite fait un petit... Faudra que je mate le replay. Bah oui. Merci Griffiths, bonne journée. À très bientôt. Ouais, c'était... Mais en fait, quand t'es sur Twitch et que tu fais ça, tu te plonges là-dedans. Après, c'est vrai que... Pour ça, j'allais faire vite fait un petit café. J'aurais pu faire une pause de 5 minutes, mais en fait, quand je suis dedans, j'ai du mal... Je suis à fond. Enfin, voilà. De même, j'ai loupé une bonne partie. Ouais, bah ouais, effectivement, il y a le replay. Il y a le replay sur la chaîne Twitch pendant 14 jours. Enfin, toutes les vidéos sont en replay pendant 14 jours sur Twitch. Et ensuite, les vidéos, donc moi je les garde. Enfin, je les ai aussi en format MP4. Et je vais après les mettre sur la chaîne YouTube que vous pourrez retrouver. Enfin voilà, là où vous avez tous les réseaux sociaux, les sites et tout ça. Donc là vous aurez tous les replays sur la chaîne YouTube de toute manière. L'effet visite privée est plaisant, on a envie de prendre son temps pour tout dévorer. Ouais, c'est ça aussi. Et toi, t'as pas quelqu'un qui te... Parce que quand t'es dans l'expo, même quand il n'y a pas énormément de monde, tu sens que tu ne dois pas occuper l'espace trop longtemps. Tu vois, tu sens que... c'est pas forcément que les gens ils te poussent, hein. C'est plutôt que tu dis, bon, allez, j'ai assez passé de temps comme ça sur le truc, il y a peut-être quelqu'un qui veut la voir. Donc, naturellement, tu te conditionnes à faire l'expo plus rapidement que là où t'es posé, tu peux... Ouais. Après, l'effet n'est pas le même, évidemment. Entrevoir l'œuvre pour de vrai, voilà. Mais en tout cas, je remarque ça. Je remarque que depuis que je fais des live Twitch, que tu apprécies le temps. Ce que j'aime beaucoup, du coup. Même si, encore une fois, je suis pas devant l'œuvre, voilà. Mais au moins, je me sens pas forcée de bouger mes fesses de l'œuvre. Tu vois, je me dis, je peux prendre le temps. Et en plus, si on a des questions là-dessus, on peut aller loin, on peut papoter tout ça. Et ça, c'est très plaisant. Et ça, c'est Twitch qui permet de faire ça, en fait. Hein. Moi, c'est les surveillants de salle, même s'ils ne disent rien, je me sens observée. Ouais. Enfin, voilà, il te dit, mais en gros, il se pose la question, et en mode, mais qu'est-ce qu'il fout Enfin, oui, tout à fait. Tu te mets la pression tout seul. Et puis après, des fois, t'as des gens qui te poussent carrément. Hein. Et quand t'as pas beaucoup de monde, déjà, tu te mets toi la pression en mode « Ah, je vais pas rester 3 heures là quand même, ça se fait pas. » Et quand il y a du monde, mais... Enfin, je me rappelle, pour l'expo Christian Dior, au musée des arts décoratifs, t'avais intérêt à bouger ton cul, hein. T'avais intérêt à vite
vite regarder les œuvres et hop, 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 œuvre suivante, œuvre suivante, œuvre suivante. Sinon, tu te faisais... Enfin, j'ai donné cet exemple de Christian Dior au sein du musée des arts décoratifs, mais j'en ai d'autres comme ça. C'est juste que là, il y avait tellement de monde, enfin, cette expo a tellement eu un grand succès de par sa qualité en même temps. Et aussi le sujet, hein, c'est un sujet qui plaît beaucoup. Mais en tout cas, tu ne pouvais pas profiter. Donc oui, ok, c'est... Ouais, l'usine, complètement, c'est l'usine. C'est du coup, mais par contre, voilà, c'est quand même cool hein, d'avoir de nouveau les musées d'ouvert, etc. Mais là, quand les gens vont être replongés dans l'ambiance d'une salle bondée, comme tu peux avoir notamment au Louvre, dans la salle des États avec la Joconde, ah bah moi je rigole d'avance quand on dit « Ah bah finalement le numérique c'était pas mal, hein !» Bah oui, c'est le principe d'aller-retour. Le numérique appelle le présentiel et le présentiel appelle le numérique. C'est une harmonie, c'est normal. Ou ça s'appelle les extrêmes, comme tu veux. Mais en tout cas, l'expérience de visite n'est pas du tout la même. Et moi, c'est vrai que j'aime bien... là, je sens que je me sens pas... on me bouscule pas, quoi. Et ça, j'aime bien. Je me sens bien, là. Enfin, je me sens... tranquille. Le numérique permet de prendre le temps, ouais. Et même si, effectivement, c'est une autre expérience... je comprends aussi que les gens en aient marre du numérique parce qu'on a trop bouffé de ça pendant plus d'1 an. Mais dans quelques... Allez, après les vacances, on en reparle. À partir de septembre, je pense que ces problématiques-là reviennent... Ah, c'était bien le numérique quand même, hein. Bah oui, parce que quand on a marre de te prendre des perches à selfie dans la gueule dans les musées, parce qu'il y a une grosse difficulté de gestion des flux, parce qu'il y a des œuvres stars comme la Joconde, que la salle est blindée, et bah voilà. Voilà. C'est parfois bien d'avoir en face de soi l'œuvre en très en grande qualité. T'es tranquille, t'es posé, tu vas faire pipi, tu veux prendre ton café, t'y vas. Tu peux fumer ta clope tranquille. Tu vois, il y a une forme de plaisir à ça, je trouve.